Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire de CRE Technologies. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est présent aujourd'hui, donc toute l'équipe CRE Technologies, pour présenter ou des produits, des nouveaux produits, ou des nouvelles fonctionnalités, ou des connaissances métiers de CRE Technologies qui va tourner autour de la machine tournante du groupe électrogène, donc des parties comme le statisme, des parties comme de la synchronisation de machines tournantes ou de la gestion de puissance, répartition de charges actives et réactives. La première édition, aujourd'hui, on va discuter de l'E4Gen Suite, qui est notre logiciel de configuration pour la plateforme Compact, donc des produits basiques, qui peut commencer de l'AMF Compact jusqu'à des produits beaucoup plus complexes sur le couplage, Gen 6 Compact, Master Compact. Aujourd'hui, pour cette première édition, on est présent dans notre showroom. Donc voilà, c'est notre outil de travail pour présentation de nos produits à nos clients. Et aussi, on l'utilise pour du développement et on peut l'utiliser aussi pour toutes nos formations techniques qu'on fait auprès de CRE Technologies. Le format de ces webinars, c'est entre 30 et 45 minutes. Aujourd'hui, sur l'E4Gen Suite, on va être sur un format de 40 minutes. Et puis, par la suite, il y aura des webinars sur d'autres produits, d'autres fonctions. On pense faire ces types de webinars, on va dire 2 éditions tous les trimestres. Donc on verra suivant le besoin de nos partenaires. Si jamais vous en avez besoin de plus, on sera présent. L'E4Gen Suite, donc le logiciel de configuration qui va être présenté aujourd'hui, c'est une présentation générale pour vous montrer les fonctions. Mais on ne rentrera pas dans le détail de la programmation. Ça fera l'objet d'un autre webinaire. Le logiciel E4Gen Suite qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la nouvelle évolution qui sera disponible sur le site internet d'ici quelques semaines. Donc l'E4Gen Suite qui est présent sur le site internet aujourd'hui, c'est la version actuelle. Celle qu'on va vous présenter, ça sera la prochaine. Donc ça c'est important, vous allez voir de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Pendant ce webinaire, comme nous serons nombreux, vous ne pourrez pas intervenir oralement. Donc l'équipe commerciale et l'équipe technique sera en parallèle et répondre à toutes vos questions ou commerciales ou techniques à partir d'un chat. D'accord? Donc comme ça, c'est pour fluidifier cette formation et contenir sur un format de 40 minutes. Une fois que cette formation sera finie, je reprendrai la parole avec vous pour vous annoncer la suite. Donc merci beaucoup pour votre confiance, pour votre support et bonne formation. Merci. Donc, bienvenue sur ce nouveau ou ce premier webinaire de CRE Technologies qui concerne notre logiciel E4Gen Suite pour tous les nouveaux produits de CRE Technologies qui peut être utilisé soit en offline, non raccordé sur le contrôleur, et vous pourrez connecter et configurer tous les paramètres du produit en préparation d'une intervention, ou bien raccorder à un contrôleur, on va voir ça tout à l'heure. Vous pouvez voir à gauche sur le logo CRE quand je clique dessus que vous avez donc la version firmware de l'E4Gen Suite. Donc dans le cas présent, on est sur la 2.4.0. Et vous avez également, lorsqu'on sera connecté, la version du contrôleur, le numéro de série du contrôleur, le type du contrôleur et les éventuelles options qu'il a. Vous avez à côté du logo CRE Technologies un mode standard ou un mode avancé. Ce mode-là est pour une personne débutante, non initiée, de ne surtout pas aller dans le mode avancé où il y aurait des choses très complexes qu'il ne comprendrait pas, et de rester sur le mode standard qui permet de gérer, on va dire, 80-85% des centrales et des groupes électrogènes auxquels vous aurez affaire.
Je vais vous faire d'ailleurs une présentation sur la base de ce mode standard. J'irai 2-3 fois sur le mode avancé, mais le mode avancé fera l'objet d'un webinar supplémentaire. On ne pourra pas, dans les 30 à 45 minutes maximum que nous avons, rentrer dans le détail de ces modes avancés. Tous les paramètres que je vais vous montrer en affichage et en configuration sont également tous configurables par la face avant du produit. Donc c'est bien sûr plus pénible, puisque vous avez des petites touches et un petit écran, mais par contre, ça permet, dans le cas où on n'a pas un PC à disposition ou un problème de connexion, de pouvoir quand même accéder à tous les paramètres sans exception. Vous avez sur le bandeau en haut une page d'accueil, c'est celle dans laquelle je me trouve. Elle vous permet de sélectionner la gamme de contrôleurs. Aujourd'hui, vous avez le compact, c'est ce que nous allons regarder. Demain, il y aura les nouvelles gammes de contrôleurs comme le Gen 6 3.0 qui est en cours de développement chez nous. Et lorsqu'il sera disponible, viendra donc se greffer dans ces gammes sélectionnées. Vous pouvez également sélectionner le contrôleur qui vous intéresse. Actuellement, les contrôleurs disponibles sont l'AMF Compact, qui est un module de démarrage automatique ou de gestion d'inverseurs de source sans couplage. Vous avez un Synchro Compact qui est un synchronisateur coupleur uniquement, sans gestion moteur. Vous avez le Gen 6 Compact Prime, qui est le module qui vous permet de coupler les groupes électrogènes entre eux. Le Gen 6 Compact Mains, qui est le module qui permet de coupler un groupe électrogène sur le réseau. Le Master Compact, qui permet de gérer une centrale de plusieurs groupes électrogènes sur un réseau. Le Master Compact 1B, 1B comme un breaker, qui est le même que le Master Compact, mais pour gérer une centrale sur laquelle il n'y aurait qu'un seul disjoncteur au réseau, donc pas de disjoncteur central, mais un jeu de barres qui est directement connecté au réseau par un seul disjoncteur. Et enfin, le BTB Compact, qui est le bus tiebreaker, disjoncteur de traverse, lorsque l'on a sur un jeu de barres d'une centrale de groupe électrogène, des disjoncteurs, des interrupteurs, des contacteurs qui viendraient séparer la centrale en plusieurs morceaux. Voilà les différents modules. Le module sur lequel on va faire la formation et sur lequel on va se connecter est le Prime. D'accord ? Je me connecte dessus et en finale, je peux aussi sélectionner la version firmware du contrôleur sur lequel je me connecte. Le logiciel va évoluer avec les versions firmware. Aujourd'hui, on va de la 2.10 jusqu'à la 2.13, qui est la version en vigueur actuellement. Vous avez ensuite une fonction qui est très intéressante qui s'appelle l'Easy Connect. C'est cet onglet en haut à droite. Si je me connecte dessus, d'accord, je vais automatiquement faire une recherche de tous les contrôleurs qui se trouvent sur la connexion avec mon PC. Là, je vois que je suis en version Wi-Fi, donc sur la société, chez CRE Technologies, je vois qu'il envoie pas mal. Le contrôleur sur lequel je vais vous faire la démo, c'en est un qui est connecté directement sur mon PC. Je vais donc sur le port Ethernet, je rescanne, et là, il va trouver un seul contrôleur qui est un Gen 6 Compact Prime, et je peux maintenant me connecter dessus par la petite clé qui est ici. Et vous voyez que la petite prise qui est en haut, qui était ouverte, s'est fermée avec un petit 0. Donc, je me suis connecté directement par une version automatique et qui va d'ailleurs reconfigurer l'adresse IP si jamais elle n'était pas conforme avec le sous-réseau ou l'adresse IP de votre PC. Tout est fait en automatique. Donc, c'est très pratique. Et si vous avez une centrale avec X groupes électrogènes, avec X modules, avec un hub, vous pourrez vous connecter via cette fonction à tous les contrôleurs et vous verrez la liste qui s'affiche sur cette page-là. Et vous pourrez d'ailleurs switcher d'un module à l'autre par cette page pour pouvoir configurer, visualiser les contrôleurs les uns après les autres par un même PC sans avoir besoin de se déconnecter, se reconnecter avec un câble. Donc un basculement automatique entre les modules avec cette fonction. Vous avez ici donc la prise de connexion, je clique dessus et vous voyez que j'ai un petit 0 qui signifie que je suis en connexion mode 0, c'est-à-dire que c'est le premier niveau de mot de passe.
Vous voyez d'ailleurs qu'au niveau de ces différents pictos, il y en a 2 qui sont grisés, je n'y ai d'ailleurs pas accès, simplement parce qu'en niveau 0, on ne permet pas la configuration du module. Si je rentre au niveau 1, dont le mot de passe est 1, et que je m'authentifie, il me propose dans ce cas-là soit de télécharger, de récupérer la configuration du module et de l'afficher sur mon iForge Suite, soit d'envoyer la configuration que j'ai, par exemple, au préalable préparée dans le module. Donc si je télécharge, je vais récupérer la configuration du module. Si j'envoie, je vais l'envoyer. Je vais télécharger. Je suis en train de récupérer ma configuration. Ça prend quelques secondes. Et donc maintenant, je suis au niveau 1 de mot de passe. J'ai tous mes onglets qui sont affichés et je suis connecté sur mon produit directement. Si je visualise ce petit onglet et la partie visualisation, cet œil, si je visualise en cliquant dessus, voilà les différents paramètres que je peux trouver sur cette page visualisation. Je peux par exemple aller sur le mode central et vous voyez qu'aujourd'hui, j'accède aux 8 groupes électrogènes configurés sur mon module. Pour chacun d'entre eux, je peux avoir le pourcentage de kilowatts et de puissance active et réactive kWh que j'ai sur chacun des groupes, la position de son disjoncteur et un rappel sur les puissances nominales de chacun des groupes qui, bien sûr, peuvent être différentes en fonction des groupes électrogènes. Là, j'en ai 8 parce que dans ma configuration, je vais vous le montrer rapidement, si je vais dans configuration générale, nombre de générateurs, j'ai configuré 8 groupes. Si je descends à 4 groupes par exemple, et que je valide, si je reviens en visualisation, je vais dans ma centrale, je ne retrouve que les 4 groupes électrogènes de ma centrale. Donc ça veut dire qu'à partir d'un contrôleur, j'ai la possibilité via cette page centrale de visualiser la totalité des groupes électrogènes avec leur position disjoncteur, leur puissance nominale et leur puissance nominale et leur puissance active et réactive à l'instant T. Avant d'attaquer la partie visualisation, je vais aller sur cet petit onglet. Et ici, vous avez accès aux événements, aux alarmes et aux défauts du module. Donc, vous avez une liste avec une date, une heure, un type, orange alarme, rouge défaut, blanc événement. Et vous avez un état qui vous indique s'il est en on ou en off. Et également le numéro de la variable associée au paramètre qui vous permet de mieux le retrouver dans une table Modbus par exemple. Donc là, typiquement, on a la liste des événements qui se sont produits depuis l'initialisation du produit, la mise sous tension ce matin à 7h11. Vous avez la possibilité de ne prendre que les défauts, de ne prendre que les alarmes, de ne prendre que les événements. Le seul événement qu'on a depuis ce matin, c'est une mise sous tension du produit. Il n'y a pas eu de débarrage, il n'y a pas eu de fermeture disjoncteur, il n'y a pas eu d'ouverture disjoncteur, puisqu'on est sur une démonstration statique. Mais ici, vous avez la pile des événements. D'accord? Et vous pouvez également vous retrouver en actif. Et dans ce cas-là, vous voyez les défauts et les alarmes qui sont actuellement actifs sur le produit. Vous avez en défaut l'emergency stop, le coup de poing d'arrêt d'urgence, tout simplement parce que rien n'est connecté sur le produit. Comme c'est un contact normalement fermé, le fait qu'il ne soit pas raccordé, en fait, indique qu'il y a un défaut. C'est pour ça qu'il ressort en permanence. Et vous avez les alarmes. Vous pouvez filtrer par date. Donc vous avez la possibilité de déterminer une période sur ces événements entre, admettons, le 4 août et le 8 août. Et en totalité, vous avez 500 événements qui sont donc disponibles par cette page. Ces 500 événements sont également accessibles en face avant du produit. C'est assez fastidieux parce qu'il y a 2 événements par page, ça en fait 250, mais vous avez la possibilité de voir les événements également sur la face avant du produit. Ça, c'était pour la partie événements, alarmes et défauts. On passe en affichage. Donc, je vous ai montré la centrale. Je vais aller voir le générateur. Sur le générateur, vous avez des choses qui sont intéressantes sur ce logiciel, c'est que lorsque vous allez sur un paramètre, vous voyez, vous avez un GEU31,
donc c'est le rappel mais vous avez surtout un numéro 56 qui est le numéro de la variable. Donc il faut savoir que soit en affichage ou en configuration, vous pouvez aller sur chacun des paramètres et finalement vous retrouvez le numéro de variable qui peut vous permettre de faire de la programmation, qui peut vous permettre de faire de la recherche de paramètres. Le numéro de variable est connu, chaque paramètre n'a qu'un seul numéro de variable dans le produit. D'accord? Donc ça c'est une petite astuce. Donc le générateur vous donne ces informations. Vous devez savoir que l'alternateur qui est ici, lorsqu'un défaut apparaît ou une alarme, il va se colorer en orange ou en rouge. Donc orange pour alarme, rouge pour défaut. Et vous aurez en dessous le code ANSI qui vous indique quelle est la protection qui a déclenché sur cette page d'affichage si vous souhaitez la conserver comme page principale et prioritaire. Ensuite, vous pouvez vous balader pour avoir donc des précisions sur chaque paramètre. Si je vais sur tension, je vois toutes les tensions entre phase et neutre. Et vous pouvez voir une astuce, c'est que vous avez également, on va le voir plus tard, la possibilité de configurer des alarmes, des défauts. Et donc, vous pouvez voir en affichage en rouge les seuils des défauts configurés et en orange les seuils des alarmes configurées, la valeur adéquate étant à ce niveau-là en plein centre. D'accord? Voilà un petit peu le principe de ces alarmes et ces défauts, aussi bien sur les paramètres moteurs que sur les paramètres électriques. On a les puissances et les courants, on a les puissances par phase, en actif et en réactif, on a les cosinus fil, facteurs de puissance, les 3 facteurs de puissance. Donc vous pouvez vous balader avec une page générale, tension, puissance courant, puissance par phase, facteur de puissance. En affichage, j'ai la même chose côté bus, enfin la même chose, le pendant du générateur. Côté bus, donc vous avez une page générale, les tensions, les puissances. D'accord? Les puissances sont des puissances calculées, puisque chaque groupe électrogène, chaque Gen 6 compact de chaque groupe électrogène connaît au travers de son CAN bus la puissance des petits copains qui sont à côté. À partir de là, il est tout à fait capable d'aller déterminer la puissance du jeu de barre en faisant la somme de toutes les puissances de tous les groupes électrogènes. Visualisation moteur. Donc on a bien sûr une page moteur. Là-dessus, vous avez donc les pressions d'huile, température d'eau, vitesse, tension batterie, qui sont les paramètres principaux qu'on a toujours l'habitude d'avoir. La tension que vous lisez ici, la tension d'alimentation du module, donc 12,5 volts. Compteur horaire, compteur mode sinistre, la NFE 37312, et le nombre de démarrage, tout ça sur une seule page. Si vous avez un défaut, on va le simuler. La température d'eau qui est à 31 degrés, je vais la monter progressivement. Vous allez voir que forcément la température d'eau augmente. J'ai un petit souci de configuration. Bon, on va faire différemment. Je vais vous montrer la tension batterie qui est fixe. Par contre, je vais vous montrer actuellement le seuil de la protection de la batterie. La tension minimum est à 12 volts. Si je la passe par exemple à 14 volts, je vais avoir un seuil de défaut qui est au-dessus du seuil actuel de 12,5. Si je reviens en visualisation côté moteur, j'ai effectivement, je suis passé en dessous du seuil mini, en dessous des 14 volts, donc j'ai bien un défaut qui s'affiche avec un paramètre, l'endroit sur le moteur du défaut concerné. Donc pour la batterie, c'est la batterie qui s'allume. Si vous avez un problème de vitesse, ça sera le volant moteur. Si vous avez un problème de température d'eau, ça sera le bloc supérieur. Et si vous avez un problème de température de pression d'huile, pardon, ça sera le bloc du bas. Ok, voilà un petit peu le principe. Vous avez bien sûr, si vous avez un moteur électronique, toutes les valeurs J1939. Actuellement, elles sont grisées puisqu'on est dans le mode standard. Pour les dégriser, on est obligé de passer dans le mode avancé, d'aller en configuration, de prendre le moteur et de déterminer un moteur électronique qu'on va retrouver ici avec une liste de paramètres. Si je prends par exemple un Volvo, je le valide et j'accède à un ensemble de modules. Si je valide mon EMS2,
je reviens en visualisation moteur, et là, vous voyez que j'ai des paramètres J39 qui, eux, apparaissent parce que le moteur est électronique. On ne va pas rentrer dans le détail dans cette formation. L'idée, c'est d'avoir quand même une présentation de base dans ce premier webinaire. Donc, je reviens en mode standard, je revisualise. J'ai une partie synchronisation. Donc, vous voyez que vous avez un synchroscope avec une boule qui tourne quand elle est bien sûr dynamique. Et 4 paramètres qui seront verts lorsqu'ils seront opérationnels et quand tout sera bon. Donc l'écart de tension est bon, l'écart de phase est bon, l'écart de fréquence est bon, et le rotophase, la rotation de phase, la séquence phase est OK entre les deux sources en termes de rotation. Si les 4 paramètres sont bons, forcément la boule sera en haut, puisque la phase sera OK, et on aura un top de coupage qui sera donné. Quelques petites astuces. Si par exemple vous voyez un delta V ici qui est à plus ou moins 5%, plus ou moins, si je viens en configuration, je passe en mode avancé pour vous le montrer, je vais à synchronisation. Si je change l'écart de tension et de 5%, je le passe à 11%. Si je revisualise ma synchro, vous voyez que la plage d'acceptation verte est beaucoup plus grande du fait de ma modification. Je reviens en visualisation. J'accède bien sûr à mes entrées-sorties. J'ai donc toutes mes entrées et toutes mes sorties qui sont visualisées sur cette page. On a le coup de poing d'arrêt d'urgence, on en a déjà parlé. On a le breaker, la sortie générateur du disjoncteur qui est ouverte. Et j'ai mes 3 entrées analogiques, puisque le produit en possède 3. D'accord ? Pour vous montrer comment ça fonctionne, si je bouge ma température d'eau que j'avais tout à l'heure, je la retrouve également ici, à ce niveau-là, sur ce paramètre-là. Je viens en configuration entrée analogique. Si mon entrée analogique, je la configure en entrée analogique, c'est possible si on n'a pas besoin d'entrée analogique parce que par exemple le moteur est électronique. Je reviens en visualisation, je valide, je reviens en visualisation et vous pourrez voir que dans mes entrées, mon entrée analogique numéro 1 que j'ai passé en logique est devenue une petite LED et non plus un bar graphe puisque forcément elle est passée en mode logique. Je continue. Vous avez un can open, mais ça, c'est pas normal. Je vérifie. Can open, normalement, oui. Ici, j'ai pas dû configurer de can open. Si je passe à 0, j'ai tout enlevé. Je reviens dans ma visualisation. Et le can open a disparu. Effectivement, ça, c'était quelque chose que l'on doit... on aura cette information can open si on a configuré des entrées-sorties supplémentaires sur le can open. Il faut savoir que le produit permet d'avoir 32 entrées tout ou rien, 32 sorties tout ou rien et 16 entrées analogiques supplémentaires. D'accord ? Logiquement, j'aurais pas dû l'avoir configuré parce que j'étais en mode standard et les entrées-sorties du module dans ce mode-là devraient être suffisantes. J'ai les temporisations, donc à tout moment, vous pouvez voir les temporisations du module, le préchauffage bougie, la séquence de démarrage, le préchauffage tout simple, la température, la temporisation de refroidissement. Toutes ces temporisations, en fait, vous êtes capable de les voir en temps réel lorsque le moteur est en train de tourner. Vous avez la maintenance, les étapes de maintenance que vous aurez programmées. Donc là, vous voyez qu'on a parlé de changement d'huile ou de vidange d'huile, 360 jours, 10 000. Comment est-ce que l'on fait ? En configuration, c'est toujours en mode, par contre, là, dans le cas présent, c'est en mode avancé. En maintenance, je suis capable de créer, vous voyez, on a créé un premier compteur. Si je veux mettre ici vidange eau, je peux déterminer de la faire au bout de 15 000 heures. Une précision, les modifications de tous les paramètres de configuration peuvent être modifiées en bougeant ce curseur,
On peut également bouger les flèches et on peut également, bien sûr, taper un chiffre au clavier. Donc, une vidange d'eau à 20 000 heures et également, on peut dire, je fais également ma vidange d'eau au bout de 300 jours. Je visualise, je vais dans ma maintenance et je retrouve mes 2 nouvelles étapes. Et on sait quand ça va claquer et quand il y a besoin de faire les vidanges. On aura donc un événement qui va apparaître dans cette fameuse liste ici présente. Vous voyez qu'ici, on a de l'orange et du rouge, donc c'est qu'il y a des événements à visualiser. C'est comme ça qu'on le sait. Nous avons également la possibilité de créer des événements par un agenda. C'est quelque chose que l'on fait en mode avancé. Je vous le montre rapidement. Je prends un agenda. Si on prend celui-ci, typiquement, on a déterminé qu'un mode sinistre, la NFE 37312, le mode sinistre sera activé le 4/8, donc aujourd'hui, à 9h43, j'ai fait ça ce matin, pendant 24 heures, de manière hebdomadaire toutes les semaines. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Tous les mardis à 9h43, pendant 24 heures, on pourrait activer le mode sinistre. La fonction que l'on doit déterminer fait partie d'une liste. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, plus d'une centaine. Donc nous pouvons créer des agendas sur tous les paramètres accessibles du produit. Si je voulais faire quelque chose d'idiot, je ferais un arrêt klaxon. Je détermine de le faire le 9 août. Au niveau de l'heure, je veux le faire à 10h00. Pendant 1 heure, de manière quotidienne, tous les 2 jours. Voilà un événement que j'ai créé. L'arrêt klaxon serait activé le 9/8 la première fois à 10h, et ensuite pendant 1 heure, et ensuite tous les 2 jours pendant 1 heure. Et on a la possibilité de créer 10 agendas sur tous les paramètres. C'est très très pratique dans des applications particulières qu'on aurait besoin de faire sur le groupe électrogène. Et enfin, vous avez une visualisation d'info, vous avez 20 paramètres. C'est les paramètres qui vous permettent de visualiser en temps réel tout ce que vous voulez. Vous voyez qu'ici, vous avez l'état du moteur, la sortie vitesse, les kilowatts de la centrale. Si je prends par exemple cette version soft ici, j'ai un libellé. Je peux rechercher par un texte. Si je tape tension, voilà la liste des paramètres où nous avons de la tension. Si je sélectionne tension batterie, vous voyez que je retrouve mes 12,5 volts en temps réel sur cette variable-là. J'aurais pu aussi rechercher non pas par tension, mais par la variable, si je la connais, 204, je retombe sur ma tension batterie. Et j'ai aussi un 204 parce que la pente de statisme, la fréquence, c'est la 2204, donc elle est sortie également. D'accord ? Je peux aussi rechercher par des libellés, si je ne connais pas ce que je recherche. Et donc, à partir de là, je peux chercher ce qui concerne des mesures générateurs bus, par exemple. Et donc là, je retrouve tous les paramètres générateur bus. Si je veux mettre générateur V1, je vais retrouver générateur V1. Et donc, j'ai 20 paramètres comme cela que je peux mettre sur cette page pour visualiser ce que j'ai envie de regarder. On va passer à la configuration. Donc, en configuration, vous avez une configuration dynamique. Je vais repasser en normal. Et une configuration statique. Donc, dynamique, le moteur doit tourner. Cette configuration dynamique vous permet de régler la vitesse, la sortie vitesse, pour régler le 50 Hz et l'excursion de réglage. Elle vous permet de régler la sortie tension sur la VR avec l'excursion et le 400 volts, ou le 480, le nominal en tout cas. Et vous avez bien sûr tous les PID
PID de synchronisation, fréquence, phase, tension, avec une particularité, on ne le voit pas parce que le moteur ne tourne pas, mais vous avez un oscilloscope qui vous permet de visualiser la mesure de la fréquence et la consigne envoyée par le produit. C'est très pratique pour regarder la stabilité du système et affiner nos paramètres. En version standard, vous accédez qu'au gain global. Si on voulait passer en mode avancé, vous pouvez voir qu'en termes de PID, on a beaucoup plus de paramètres avec les proportionnels, l'intégrale, la dérivée, la possibilité de gérer des zooms et des dézooms sur ces courbes-là. Enfin, ces courbes en temps réel sont très pratiques pour faire ce réglage-là. Nous allons faire un webinar prochainement sur justement le réglage de ces paramètres de ce réglage de PID, que ce soit en analogique ou que ce soit en sortie pulse, avec des plus vite, moins vite, notamment en intégrant les notions de centreur de fréquence, centreur de tension. En plus, en analogique, il y aura quelque chose qui sera expliqué. Il y aura aussi une fonction très très intéressante que nous venons de breveter, qui est un réglage automatique des consignes nominales, 50 Hz, 400 volts, et de l'excursion nécessaire à un bon réglage, tout ça avec des paramètres de contrôle de stabilité de boucle primaire. Tout est automatisé, c'est quelque chose de très très intéressant et d'assez révolutionnaire, nous semble-t-il. On vous présentera ça donc dans un prochain webinar. Si on vient dans les paramètres statiques, vous voyez bien qu'en mode standard, il y a beaucoup moins de paramètres. Vous avez un mode général avec le numéro du groupe électrogène, le nombre de générateurs, on peut aller jusqu'à 32 groupes électrogènes qu'on peut coupler entre eux. Et le numéro de générateur, forcément, il va suivre le nombre de groupes que l'on aura configurés. Si on configure 10 groupes, mon numéro de groupe ne pourra pas aller au-delà de 10. Le nombre de masters, c'est le nombre de modules nécessaires à un éventuel couplage au réseau ou sur plusieurs réseaux. Au niveau générateur, bien évidemment, il faut renseigner sa puissance nominale, sa puissance réactive nominale, sa tension nominale, les différents rapports de TP et de TC. Et en termes de consignes, on a 3 modes. Le mode normal, c'est la répartition de charge active-réactive telle que vous la connaissez. On peut forcer le contrôleur à faire de la consigne fixe sur l'actif et le réactif, et auquel cas, dans une centrale, c'est un groupe qui se comporterait avec une consigne sans chercher à faire une partage de charge avec les autres. Il aurait sa propre consigne, et la répartition se ferait au travers des autres groupes électrogènes. Et en dernier lieu, on peut fonctionner en mode statisme si on le souhaite, en forçant le groupe. Si on est bien sûr en mode consigne de puissance et de réactif ou de cosinuscie, on a une consigne de 100 kW ou celle qu'on souhaite. Même chose sur le COSI pour consigner les paramètres qu'on souhaite lui imposer sans tenir compte de la répartition avec les autres. Au niveau du bus, on a une tension nominale, un rapport de TP. Au niveau du moteur, on doit déterminer si c'est un moteur diesel, un moteur gaz, puisqu'on a des séquences qui sont différentes, notamment toute une version flushing en sécurité pour les moteurs gaz. Mesure de vitesse par alternateur, par pick-up, par J1939. Si c'est par pick-up, vous avez le nombre de dents, bien sûr, également à renseigner. 192 dents, par exemple. Le nombre de paires de pôles et la vitesse nominale, 1500 tours en règle générale, bien sûr, pour la France, et on peut aller sur 1800 pour du 60 Hz. Entrée logique, donc vous avez 9 entrées logiques sur le produit. Vous pouvez sélectionner toutes les entrées logiques que vous souhaitez. Si je prends l'entrée logique numéro 4, je vais par exemple pouvoir la configurer en cherchant une fonction.
vous retrouvez une liste avec un moteur de recherche comme on l'a déterminé. Si je veux configurer un défaut, je peux lui déterminer un défaut critique. Donc, c'est un arrêt moteur immédiat sans chercher à faire du refroidissement. Je vais déterminer que c'est une survitesse extérieure en provenance d'un organe externe qui nous enverrait une entrée tout ou rien sur notre module. Je peux déterminer une temporisation ou pas à la montée, à la descente du défaut. Je peux activer le défaut toujours après le démarrage ou lorsqu'on a atteint la vitesse stabilisée. On peut demander un post-démarrage dans le cas présent. Et le contact, il peut être normalement ouvert ou normalement fermé. Il est souvent normalement ouvert. Un défaut critique. L'entrée est configurée. C'est un contact de survitesse en provenance d'un organe extérieur qui va rentrer dans le module, qui va l'arrêter, qui va bien sûr le signaler au niveau des événements et des défauts, et sans aucune temporisation, avec un contact normalement ouvert. Vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 32 entrées supplémentaires sur CanOpen. Les entrées analogiques, vous en avez 3. L'entrée analogique numéro 1 a été configurée en entrée logique, je vous l'ai montré tout à l'heure. On va revenir en analogique. Ça peut être une entrée résistive ou une entrée 0,20 milli. Si je reste en entrée résistive, nous avons toute une bibliothèque de capteurs. Si je prends par exemple le VDO 10 bar, bibliothèque, non, pardon, j'ai pas mis une pression d'huile, elle est ici, bibliothèque VDO 5 bar, et vous retrouvez ici avec des valeurs en ohm, des valeurs en bar. On peut monter jusqu'à 31 points et on peut mettre toutes les valeurs ohmiques que l'on souhaite. Donc, à partir de là, vous pouvez configurer tous les capteurs possibles. Je peux rajouter des lignes supplémentaires. Si je veux rajouter un point 50 avec une valeur 1.5, vous voyez qu'on est allé rajouter un point supplémentaire. Je peux rajouter un point 52 avec la valeur 1.6. J'ai un deuxième paramètre et je peux configurer. Une fois que j'ai terminé, je peux donc exporter cette courbe et l'appeler, la renommer, l'importer, la conserver. Donc, entrée analogique sur jusqu'à 31 points. On peut bien sûr configurer 2 points si on veut, 2 points minimum, qui serait une droite. Voilà le principe des entrées analogiques. Vous avez l'entrée analogique numéro 1 qui peut se configurer en pression d'huile ou en custom, en spécifique. L'entrée analogique numéro 2 peut se configurer en température d'eau ou en custom. Et l'entrée analogique numéro 3 est simplement du custom. Et vous voyez qu'on peut quand même accéder à beaucoup d'unités et de précisions différentes. Donc, vous pouvez mettre des niveaux de fuel, vous pouvez mettre des pressions de bouteilles de démarreur, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur cette entrée analogique. Également, 16 entrées analogiques supplémentaires sur CanOpen. Sortie logique, même principe, vous avez 6 sorties logiques, 2 sorties relais et 32 supplémentaires en extérieur. Si je prends une sortie, par exemple, numéro 3, je cherche une utilisation, je vais rechercher, par exemple, un étouffoir, et donc j'ai configuré ici tous les paramètres, vous mettez le libellé que vous voulez, normalement excité, normalement désexcité, hors tension, sous tension. Je peux mettre une durée d'impulsion. Si je mets 0, il n'y a pas d'impulsion, ce sera un contact franc. Si je veux faire une durée d'impulsion de 10 secondes, je peux le régler. Et je peux également mettre un délai d'activation de 1 seconde, 2 secondes pour décaler l'activation du paramètre. La sortie logique est paramétrée. La sortie logique numéro 3
sera une sortie étouffoir qui sera enclenchée dans le cas d'une survitesse. Vous avez les disjoncteurs, contrôle des disjoncteurs. Donc, dans les contrôles des disjoncteurs, on peut configurer tous les cas de figure, commande par contact, commande par impulsion, avec la gestion de la bobine à manque si c'est nécessaire, et tout ça pour la fermeture et pour l'ouverture. Donc vous avez 6 possibilités, d'accord? Si vous avez une ouverture et une fermeture par contact, vous enclenchez à ce niveau-là, et vous avez terminé. Si vous avez des impulsions, des bobines, vous avez aussi la nécessité de renseigner temporisation de tempo de maintien de la bobine à manque, et la tempo avant la refermeture de la bobine à manque. Tout ça, c'est réglable. Un petit paramètre que j'ai obligé de vous indiquer, quand vous êtes sur tous les paramètres, si je prends mon numéro par exemple, vous avez toujours un petit i, chaque fois je vous ai montré les paramètres de configuration, si vous cliquez dessus, le paramètre sur lequel vous vous trouvez vous indique le numéro de variable et également un descriptif de ce paramètre. Quelque part, c'est une documentation en ligne, une aide en ligne de la configuration du produit. Là, vous voyez qu'on vous indique que c'est le numéro du générateur. Ce paramètre est l'identifiant du produit. Lors de la communication intermodule, il doit être obligatoirement différent sur les produits d'une même centrale. Voilà, là, vous avez un petit descriptif de ce paramètre. Et c'est le cas dans tous les paramètres. Le disjoncteur, vous voyez qu'on a également des informations. On peut avoir des petits symboles pour vous simplifier la vie. Au niveau des événements, on a un logger. En plus des 500 événements, on peut déterminer un certain nombre de paramètres. Ici, dans les événements, vous avez la possibilité de déterminer, non pardon, je vous ai dit une bêtise, il s'agit de la liste des paramètres que vous allez déterminer pour les 500 événements. Vous pouvez déterminer d'avoir une information sur les disjoncteurs, la position des disjoncteurs groupe, disjoncteurs réseau si on est dans le cadre d'un master ou d'un mains, les arrêts moteurs, les démarrages moteurs et la mise sous tension du produit. Et enfin, dans le système, on peut gérer les timers de rétroéclairage, les timers de contraste. On peut mettre un titre dans l'écran de veille. En règle générale, vous pouvez mettre votre société si vous le souhaitez. C'est ce qui va apparaître lorsqu'on est en écran de veille sur le contrôleur. La date et l'heure, bien sûr, à mettre à jour si elle n'est pas à jour. Les paramètres IP de la carte, comme je vous l'ai dit, par le mode Easy Connect, ça va se faire automatiquement. Mais si vous souhaitez, vous, intégrer le produit dans un sous-réseau, vous pourrez le faire. Les niveaux de mots de passe, on peut les changer, bien sûr. Ils sont donnés par défaut, mais vous pouvez les modifier pour qu'ils soient sécurisés. Et vous avez tous les compteurs d'énergie, les compteurs horaires, le nombre de démarrage, les modes sinistres, sur lesquels vous pouvez effectivement faire des resets et configurer les produits. Là, on est dans le système. Et je terminerai, puisqu'on est déjà, le temps est imparti. Vous avez la possibilité, dans les paramètres de l'application, de sélectionner une langue. On vient de voir le français. Bien évidemment, il existe de l'espagnol. Il existe de l'anglais. Vous voyez que les termes sont en anglais. Et vous voyez toutes les langues que nous proposons au jour d'aujourd'hui. Le portugais est en cours d'implémentation. Vous avez les paramètres de connexion. Donc, vous pouvez, fonction très intéressante, configurer tel que c'est fait à ce niveau-là. Ici, ça ne l'est pas. Ici, ça l'est. Vous avez une recherche et une mise à jour automatique des logiciels PC et des firmware des contrôleurs. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrirez votre logiciel, s'il existe une version plus à jour, elle ne sera pas mise automatiquement. Par contre, elle sera proposée comme mise à jour. Si vous mettez dans cette situation-là, il ne sera jamais proposé. Même chose pour les contrôleurs. Quand on récupère le dernier firmware du PC à jour, on récupère aussi tous les firmware des contrôleurs en vigueur. Et lorsque vous connecterez votre PC sur le contrôleur, s'il n'est pas à jour, il vous le dira. Je vous ai montré tout à l'heure la 2.13, la 2.12, la 2.10. Vous aurez toujours la dernière en vigueur qui sera proposée. Et vous pourrez bien sûr ne pas la télécharger si vous souhaitez. Les mots de passe, ils peuvent avoir un délai d'expiration. C'est toujours intéressant si on quitte la centrale sans avoir quitté un niveau 1 ou 2. Après, on accède à beaucoup de paramètres et ça peut être dangereux. Donc, on vous suggère fortement de le laisser activer, de mettre 30 minutes. Ce qui signifiera, lorsque vous irez manger, en rentrant à 14 h, vous aurez besoin de retaper le mot de passe puisque vous êtes resté 30 minutes sans activation. Voilà ce que je souhaitais vous dire à ce niveau de webinar.
cette version que je viens de vous présenter n'est pas la dernière en vigueur disponible sur le site web actuellement, elle le sera dans les prochaines semaines. Logiquement, entre 6 et 8 semaines, vous devrez la retrouver en disponibilité. Aujourd'hui, bien sûr que l'eForge Suite est disponible sur notre site web, mais pas dans la version que je viens de vous présenter. Il y a moins de fonctions que ce que je viens de vous présenter. Surveillez notre page Facebook, notre LinkedIn, les news de notre site web, et vous aurez donc les informations sur ces versions et également pour tous les prochains webinars. Vous serez bien sûr informé aussi si vous avez configuré l'auto-update des mises à jour logicielles directement sur le logiciel quand vous l'ouvrirez sur le PC. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle a été utile et qu'elle vous a fait découvrir un petit peu ce qui existait chez nous aujourd'hui. Merci à tous. Et voilà, ce premier webinaire est terminé. Merci de votre présence, de votre confiance. C'est grâce à vous tous qu'on peut faire ce type d'événement. Donc pour votre information, on vous recontactera pour les prochaines éditions en vous détaillant précisément le programme. Vous allez recevoir dans la journée une enquête de satisfaction pour avoir vos ressentis sur l'outil, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour le futur. Et de plus, la vidéo que vous avez vue sur l'eForge Suite aujourd'hui sera disponible aussi dans la journée sur notre chaîne YouTube. Donc on vous indiquera les liens, on vous enverra tout ça. Et ainsi, vous pourrez la revoir, vous pourrez la fournir à vos clients, vous pourrez la fournir à vos collègues de travail. Donc voilà, donc merci encore d'avoir répondu à cette invitation et je vous souhaite un bon week-end et une bonne journée. Merci.